le phare. Voilà, merci très chers amis. La vie quotidienne, la vie que nous menons en République démocratique du Congo, cette vie qui est remplie de beaucoup de domaines. Domaines ezali ebele, politique, musique, culture, religion, ainsi de suite. Alors, cette vie mérite d'être accompagnée, cette vie mérite vraiment tout le belayango, cette vie mérite makambu ebele ebele. Voilà pourquoi nous vous proposons en ce jour cette émission Masolo ya République. Masolo ya République qui est une émission généraliste. Voilà, une émission généraliste qui reçoit pour vous tous les Congolais qui évoluent dans divers domaines qui touchent directement la société. Et avec eux, nous allons développer, nous allons parler par rapport à leur domaine d'activité. Voilà, c'est bien votre frère que vous connaissez, qui vous aimez, qui vous admirez, John Ntambo. Nous sommes chez les Phares Télévision. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer à le faire comme cela chaque semaine et pourquoi pas peut-être chaque jour. Voilà. Je reçois sur ces plateaux Monsieur Patrick Tchabou, voilà, je pense que j'ai bien dit le nom. Tchabouta, voilà, Monsieur Patrick Tchabouta qui est entrepreneur, un jeune Congolais qui est entrepreneur, qui évolue aussi dans ce domaine d'entrepreneuriat. Et avec lui, nous allons parler du sujet qui est au bas de vos écrans, CUD de l'entrepreneuriat en RDC. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, Monsieur John. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Oui, ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous parlons de l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est bilingue. Sentez-vous à l'aise dans le français, lingala. Ce qui peut soit le chiluba, ezali toke kaka. Ce sont nos langues, il faut le valoriser. Toujours bétali solo et entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo parce que depuis un certain temps, est commis le rôle à slogan, tout le rôle à vague moko oyo ezoleka. Parce que tu es bien na Congo ya rabo et le moko est fait limu pepe nango fou eleki. CUD de l'entrepreneuriat en RDC, c'est ça notre sujet. Alors, na niveau oyo to komeli, d'abord faut expliquer biso entrepreneuriat et zanine. Merci de m'avoir invité à votre émission. Tout le plaisir est pour moi. Et par rapport à votre question, l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir tout simplement lancer une affaire, un business, peu importe la taille du business. Ça peut être de la vente du pain aux entreprises qui sont dans le secteur formel, qui sont enregistrées au niveau des institutions étatiques, notamment le registre de commerce. Alors, qui est entrepreneur et qui ne l'est pas? L'entrepreneur, c'est toute personne qui entreprend, comme le terme le dit, ou, bien évidemment, ou quelqu'un qui, en fait, toute personne qui rend des services. Ça veut dire il prend l'initiative de pouvoir rendre des services aux autres, ou il prend l'initiative simplement de pouvoir vendre des produits aux autres. C'est des initiatives en fait qu'il met, qui sont prises par lui, par son savoir-faire, qu'il met au service de la communauté et qui lui sont rémunérés par la communauté qui parvient à pouvoir acquérir ou bénéficier des services et différents produits qu'il offre. À quel moment on peut dire que je suis entrepreneur ou telle personne est entrepreneur? L'entrepreneuriat, je pense qu'il est... on doit dire qu'il y a le secteur formel et le secteur informel. Quand on parle du secteur formel, ça veut dire simplement qu'on a pu être... on a fait reconnaître notre activité auprès de l'État. Ça veut dire qu'on est reconnu auprès de l'État, auprès de différentes institutions. Il existe beaucoup de niveaux. Guichet unique et puis... Guichet unique, ainsi de suite. Même au niveau des communes. Les communes même arrivent à pouvoir enregistrer des personnes qui exercent des activités. Ces personnes-là, on peut les considérer comme des entrepreneurs. Et c'est dans différents secteurs de la vie. Mais il y a aussi des personnes qui œuvrent dans l'informel. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas reconnues par l'État. Mais qui évoluent quand même. Qui sont des entrepreneurs, sauf que l'État ne les a pas encore encadrés ou ne les a pas encore répertoriés. Alors, dans ce cas précis, on peut dire que on commence par l'informel, bien sûr. Tous ceux-là qui sont dans l'informel, maman ou yobatekara mapa par exemple, maman ou basalara malewa, maman ou batekara ndunda, batekara pondu, batekara biso avocat chaque temps on a venu. Oui, batekara biso kombo abelaka kombo yango eleki et baza pe entrepreneur.
toutes ces personnes en fait qui ont des initiatives, je dis bien toute personne qui a eu une initiative, ça veut dire il prend l'idée de pouvoir créer quelque chose et de pouvoir le vendre, doit être considéré comme un entrepreneur. Sauf que la taille de son business peut être déterminant. C'est vrai que dans le sens, dans le commun de mortels, on veut souvent entendre que l'entrepreneur, c'est celui qui a réussi, qui est parvenu à pouvoir accomplir des très grandes choses, alors que ça commence toujours... Qui a des voitures, voilà. Alors que ça commence toujours petit. Ça commence toujours petit, on commence toujours vraiment au plus bas niveau et pour monter. Mais il y a de ceux-là qui ont de la chance, qui commencent toujours à un niveau beaucoup plus élevé. Mais on ne va pas, pour ces raisons-là, dire que ceux-ci ne sont entrepreneurs ou ceux-là ne le sont pas. Donc simplement, il faut considérer que toute personne qui a une initiative et qui essaie de pouvoir mettre en pratique les idées qu'il a, à pouvoir vendre ses services ou à vendre ses produits, qu'il est entrepreneur, qu'il entreprend une activité. C'est ça l'entrepreneuriat. Est-ce que ça nécessite obligatoirement une formation quelconque? Non, non. Je pense qu'au départ, parfois, ça peut être inné. Ça peut être un héritage. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez naître dans une famille où est-ce que vous avez des parents qui ont entrepris un business et qui vous lèguent ce business-là. Automatiquement, vous devenez vous aussi entrepreneur. Mais tout comme vous pouvez bénéficier de formation, parce qu'il y a d'autres personnes qui, par exemple, au départ étaient des employés, mais après un temps, ils quittent leur emploi simplement pour prendre, devenir indépendants. Et ils entreprennent leur business, ils lancent leurs idées sur le marché et puis ils évoluent. Tout comme il y a d'autres personnes qui sont employées dans des sociétés, mais qui sont entrepreneurs à la fois. Ça veut dire que vous travaillez quelque part, vous avez un salaire, mais de l'autre côté, vous avez aussi vos affaires que vous gérez. Alors, on peut se lever comme ça un bon matin, on s'est dit, bon, attends, je démissionne de mon poste là où je travaille, où j'ai gagné peut-être mes 1000 $, je démissionne pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est faisable ou c'est mal réfléchi? C'est faisable, mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage, d'abord, il faut avoir le courage d'oser, parce que c'est important de pouvoir oser. Ça veut dire, oser, c'est pas facile. Ça veut dire quitter le confort. Le confort, c'est quand vous avez la garantie, la sécurité de pouvoir recevoir un salaire chaque fin du mois, vous n'allez pas du jour au lendemain abandonner cela pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous devez analyser, faire des analyses, avoir un business plan, comme on dit. Ça veut dire planifier en fait, savoir c'est quoi votre idée, comment vous allez la lancer, qui vont bénéficier de vos produits, est-ce que vos produits pourront être achetés, à quel prix vous allez les vendre. Il faut faire une analyse, une étude de marché qui vous permet de pouvoir savoir est-ce que ce que je veux faire va marcher ou pas. Parce que je pense que nous vivons tous, nous travaillons tous pour survivre. Donc, et ceux-là qui travaillent pour des gens, qui sont employés, salariés dans des sociétés, et ceux-là qui entreprennent, ils ont quand même plus ou moins le même objectif, sauf que certains se contentent de pouvoir recevoir de l'argent de la part de ceux-là qui prennent des risques, qui sont des entrepreneurs, alors que d'autres, eux, prennent le risque de pouvoir oser pour être indépendants et diriger un groupe de gens ou faire leur business par eux-mêmes, parce qu'il existe aussi des personnes qui travaillent par eux-mêmes. Mais lorsque vous parlez de business planning, tout ça, comme un plan d'affaires en français, comme on le dit, mais lorsque vous parlez de tout ça, en fait, ça nécessite carrément une formation. Ça nécessite carrément une formation et il y a certaines personnes qui ne savent pas comment élaborer un business plan. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas dans quel domaine se lancer. Au départ, je pense que tout business répond à un besoin. Il faut d'abord qu'il y ait un besoin. Et le besoin peut être dans différents domaines. Ça peut être, on a besoin de nourriture, on a besoin des biens de première nécessité, on a besoin de véhicules, on a besoin de différents types de services. C'est le besoin qui fait naître le business. Et il y a des gens qui saisissent justement ces opportunités-là pour dire, ok, voilà, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Moi, je vais essayer de pouvoir m'assurer que ces gens-là puissent trouver ces produits-là ou ces services-là chez moi. C'est celui-là qui est entrepreneur. Donc, à la fois, on ne peut pas dire que cela nécessite forcément une formation parce qu'on se forme dans le temps. Ça veut dire des compétences qu'on n'a pas. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on pratique, en fait, qu'on vend ou qu'on évolue dans le secteur, on arrive à pouvoir apprendre par soi-même. Il y a en fait une sorte de auto-formation. Voilà.
Tout comme il y a d'autres personnes, bien sûr, qui prennent le temps de pouvoir d'abord se former, de pouvoir apprendre, de pouvoir savoir comment doivent se faire les choses, comment doivent évoluer les choses pour parvenir à pouvoir établir leur business. Donc, la formation, elle est nécessaire parce que dans tout business, il y a toujours des règles, il y a toujours des paramètres à pouvoir prendre en compte pour parvenir à des meilleurs résultats ou une optimisation maximale. Mais cela n'empêche pas de pouvoir commencer même quand on n'a pas les formations requises. Parce que pour certains business, il faut juste maîtriser peut-être les mathématiques, ça veut dire savoir vendre, addition, soustraction, diviser et multiplier. Okay. Ensuite, on avance. Pour le reste, on va apprendre sur l'état, comme on dit. Alors, est-ce que aujourd'hui, il y a certaines personnes, bon, voilà, c'est ça, il y a certaines personnes qui se disent, attends, tout à l'heure, on a un entrepreneur, il y a un business, est-ce que la formation est nécessaire? On est bon, écoutez, je pense qu'il faut tenir compte du secteur dans lequel on évolue. Ok. Et puis, il faut aussi tenir compte de l'environnement socio-économique. Parce que, admettons, on se retrouve dans un village et on voit un peu ce qui se passe en ville. Je ne pense pas qu'on a besoin des mêmes compétences dans un village que dans une ville. Je ne pense pas que les exigences seront les mêmes dans un village que dans une ville. Dans un village, peut-être que les clients ne seront pas trop exigeants. Ouais, je pense. Peut-être. Peut-être. Mais dans une ville, peut-être qu'ils seront exigeants et vont peut-être tenir compte, admettons que vous vendez un produit, ils vont peut-être tenir compte de l'emballage, de la couleur du produit, ainsi de suite, de comment vous présentez votre produit, comment votre étalage est fait, ainsi de suite. Donc, le niveau d'exigence va peut-être être différent en fonction de l'endroit où vous exercez votre activité. Mais cela n'enlève pas le caractère de l'obligation que les consommateurs peuvent avoir vis-à-vis de ceux-là qui sont des fournisseurs. Voilà pourquoi, en fait, un entrepreneur, il prend en compte les besoins en analysant son audience ou en analysant, en fait, ses consommateurs. Ça veut dire, il sait, ces gens qui vont acheter mes produits, comment ils les préfèrent? Ils le veulent emballer dans du papier, dans du carton, dans un sachet, ainsi de suite. Ils analysent tous ces paramètres-là. Et c'est sur base de cela qu'on peut dire, bon, entrepreneur en ville, telle exigence, entrepreneur au milieu rural, telle autre exigence, ainsi de suite. Donc les exigences sont tout à fait différentes et ça fait que le niveau ou le niveau d'investissement par exemple ou les apports, les efforts à fournir diffèrent. Je peux vous donner un autre exemple. C'est que quand par exemple, vous voyez par exemple dans les villages ou dans les milieux reculés, on vend par exemple des légumes sans les emballer. Alors que si vous partez dans un supermarché à Kinshasa, vous allez trouver certes des légumes dans un étalage, mais vous allez trouver des sachets à côté et puis on vous les emballe sur place et vous repartez avec. Donc ça, c'est une différence à pouvoir prendre en considération. Alors, à ce niveau, on peut dire que l'entrepreneuriat a gagné du terrain en RDC ou il est en train de régresser? L'entrepreneuriat, moi je pense qu'en RDC, il existe depuis très longtemps. Très longtemps, mais mal compris par certains. Si on peut le dire comme ça. Oui et non, mais je dois plutôt dire qu'il n'est pas formel. Okay. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, peut-être même à plus de 50, 60, 70% évoluent dans l'informel. Okay. Il revient plutôt à l'État de pouvoir parvenir à pouvoir répertorier les entrepreneurs ou à répertorier ceux-là qui exercent différentes activités lucratives et de pouvoir les encadrer pour qu'ils puissent arriver à évoluer. Parce que beaucoup de nations ont pu évoluer, se développer justement parce qu'ils ont encadré cette population ou ces personnes qui évoluent dans le business et qui sont des entrepreneurs. Ok. Alors à ce niveau, on peut dire que le développement d'une nation dépend à plus de 50 ou 60%, comme vous l'avez dit, de l'entrepreneuriat. Parce que ce sont eux qui engagent, ce sont eux qui donnent du travail, ce sont eux qui font presque tout.
Oui et non, mais parce que en fait tout dépend en fait des pays. Parce que on a des socialistes, on a des capitalistes, ainsi de suite, des républicains, ainsi de suite. Donc tout dépend du système qui existe dans un pays. Mais dans les pays démocratiques, je pense que tenant compte en fait de leur politique économique, beaucoup de pays se sont développés grâce à l'entrepreneuriat. Ça veut dire grâce à toutes ces personnes-là qui prennent des initiatives pour arriver à pouvoir vendre des produits et des services. Ces personnes-là, ils payent des taxes à l'État qui leur permettent de pouvoir trouver des moyens pour développer leur pays, leur nation. Donc, c'est important de pouvoir avoir des entrepreneurs dans un pays. Ok. Là, nous allons parler de vous personnellement. On a parlé d'une manière générale, mais j'aimerais maintenant qu'on parle de vous personnellement et de votre histoire. C'est arrivé comment? Bien, pour commencer, d'abord, je suis né d'une famille où mon père était un entrepreneur. C'est vrai qu'il a travaillé dans des sociétés d'État. Donc, c'est héréditaire. Voilà, il a travaillé dans des sociétés d'État, mais il a aussi eu à pouvoir créer des entreprises depuis les années 80. Alors, j'ai bénéficié de cette expérience-là, déjà au départ, mais ensuite, voilà, j'ai pris le goût. J'ai pris le goût, j'ai essayé de pouvoir travailler dans d'autres sociétés, mais ce n'était pas trop ça. Après, je suis revenu, j'évolue dans des structures, des sociétés de famille, mais aussi, j'ai mis en place un business propre à moi-même. Nous allons y arriver. Et voilà, on continue à se battre. Ok. Alors, c'était, avant de lancer votre business, vous avez eu le temps de voir le terrain, de faire l'étude de marché pour voir qu'est-ce que vous pouvez apporter, ou ça s'est juste passé comme ça, du coup, en un clin d'œil, vous êtes dit, bon, attends, je vais me lancer dans ça. Bien, il faut dire que c'est comme je le disais tout à l'heure, un business, c'est savoir répondre à un besoin. Entreprendre, c'est savoir répondre à un besoin. Je pense que j'ai plutôt saisi l'opportunité en me disant, bon, j'achète des services auprès d'autres personnes, mais je ne suis pas satisfait de la qualité de service. Mais pourquoi je ne peux pas faire mieux? Pourquoi je ne peux pas proposer mieux que ça? Voilà, en mettant en place quelque chose avec mes propres idées, avec ma propre façon de faire, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir développer en fait des business. C'est pas, je pense que c'est, oui, en partie, on peut bénéficier de cela en famille. C'est-à-dire, si par exemple, autour de vous, vous avez déjà des personnes qui entreprennent, qui sont dans les affaires depuis très longtemps, vous avez peut-être cette facilité-là de pouvoir copier un peu ce qu'ils font. Parce que vous allez apprendre en fait d'eux. Vous allez savoir par où commencer. Et l'apprentissage est plutôt rapide dans cet environnement-là. Alors que ceux qui évoluent en entreprise, ce n'est pas évident de pouvoir quitter le confort et de pouvoir embrasser les risques. Parce que quand vous évoluez en entreprise, vous avez un salaire qui vous attend chaque fin du mois, vous n'avez pas à vous casser la tête. Contrairement à un entrepreneur qui, lui, s'il n'a pas de marché, il n'a pas de source de revenus, il n'a pas de moyens de vivre. Et ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Alors, c'était facile au départ? Non, pas du tout. J'avoue que c'était pas du tout facile parce que les premiers mois, il fallait un peu comprendre les réalités du marché. C'est vrai que dans mon cas, je n'ai pas eu le temps de pouvoir tout analyser au départ, tout prendre en compte. Mais au fil du temps, il y a toujours des remises en cause qui se font, des évaluations qui permettent à ce qu'on puisse vite déceler les failles et qu'on puisse vite pallier à cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les affaires évoluent beaucoup mieux qu'avant. Voilà, pendant qu'on est en train de parler, j'aimerais que Claude Poponi, qui nous tient aujourd'hui à la réalisation, qu'il nous propose un plan d'illustration, les images qu'on a des Teams. C'est quoi Teams? Teams est une société qui évolue dans le secteur événementiel, qui offre des équipements qu'il met en location au profit de toutes les personnes qui organisent des événements, qu'ils soient privés ou publics. Allez-y. Exactement. Donc, on offre donc des équipements comme des châteaux gonflables, des trampolines, des pop-corn, des animateurs, des tables de ping-pong, billard, baby-foot,
En gros, c'est un peu ça. Et on fait aussi de l'accompagnement, ça veut dire on peut conseiller, par exemple, ceux-là qui organisent des événements, de quelle manière, sur la façon de pouvoir le faire, hein, et tous les paramètres à pouvoir prendre en compte dans l'organisation des événements. Le souci, c'était quoi? Comment est venue d'abord l'idée de faire cette activité et le souci, c'était quoi? Au départ, il y avait l'anniversaire de ma fille, de ma fille aînée. Donc, j'avais bénéficié des services auprès de différentes personnes. Mais sauf que je n'étais pas satisfait. Ça veut dire, je n'étais pas satisfait, je n'avais pas tout ce que je voulais. Témoignage. Je n'avais pas tout ce que je voulais auprès d'une seule personne, mais il y avait encore d'autres services qu'il fallait mettre en place. Ça veut dire qu'il fallait innover, il fallait créer. Alors, par rapport à tout ce casse-tête-là, je me suis dit, bon, plutôt que de pouvoir aller à gauche, à droite pour bénéficier de ces services-là, pourquoi ne pas créer une seule société qui va offrir tous ces services-là pour que ces personnes qui organisent, par exemple, les anniversaires, ou les fêtes de communion ou des événements, qui puissent bénéficier des services auprès d'un seul prestataire qui viendra avec tout directement. Et voilà, c'est de là qu'est né le concept. Et partant de là, voilà, on a commencé à développer. Et il y a aussi des demandes qu'on a eues au cours de l'évolution de la société qui ont fait qu'on puisse maintenant calibrer nos services en fonction des demandes répétitives qui revenaient vers nous. Donc, je pense que à la fois on a un concept, mais à la fois on est aussi à l'écoute de nos clients qui peuvent, entre guillemets, je dois dire, dicter notre façon de faire, notre façon de pouvoir prester, qui peuvent, sur base de leurs exigences, un peu nous orienter vers un produit ou un service quelconque. J'entends quelqu'un dire, ah, on a biloro mindele, biloro neta. Ah, tout ça. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça, ou soit encore quelqu'un peut avoir peur que les alliés, les achers, les aboyebou et tout ça, on a milliers de dollars pour nous ressembler. Bien, je pense que c'est une réflexion tout à fait légitime ou logique, parce que il faut dire que tout dépend du niveau de revenu d'une personne à une autre. Je ne pense pas que nos célébrations, on les fait de la même manière. Chaque personne ou chaque famille a une façon de pouvoir faire les choses. Et nos services n'exigent pas forcément des millions ou des milliers de dollars. Ça veut dire que on a des services qui coûtent très moins cher, tout comme on a d'autres services qui coûtent un certain prix, mais je ne dirais pas que c'est cher parce que tout dépend en fait de la bourse de la personne donc qui veut. Les services sont à toutes les bourses. Exactement, exactement. C'est pour toutes les bourses. Vous ne m'avez pas répondu à une question qui signifie Teams ou c'est quoi Teams? Teams, ça veut simplement dire Chabuta Innovation and Multi-Service Solution. En gros, si vous voulez, voilà. C'est Chabuta, c'est mon nom. Okay. Chabuta, ça veut dire Chabuta, c'est comme mon nom. Mon nom, c'est Chabuta. Innovation, innovation. And multi-service, donc multi-service. Et ensuite, solution. Ça veut dire, c'est des solutions multi-services. Et bon, de l'innovation, voilà, partant d'un individu. Mais lorsque parlons un peu de relations avec vos clients, ça se passe comment? Vous êtes toujours satisfait de vos relations avec vos clients ou il y en a d'autres qui déçoivent? Bon, ce que je dois dire, c'est que le business, ça reste effectivement une relation. Ça, c'est déjà une école, ce qu'on fait là, donc on donne des leçons. Exactement. Donc, je dirais que le business, c'est en fait une relation qui s'établit entre un vendeur et un acheteur. Il y a toujours des couacs. Ça arrive, c'est normal. Et ça fait partie du business. C'est ça même, en fait, qui fait que, voilà, chaque jour, on essaie de pouvoir s'adapter par rapport aux réalités du marché. Parce que chaque jour, on va avoir plus de clients, mais il arrive aussi qu'on puisse parfois avoir mal à la tête avec un client, soit parce que les exigences sont trop importantes, ou soit parce que simplement, il n'a pas rempli sa part d'obligation vis-à-vis des services qu'il a commandés. Donc, il peut y arriver à gauche et à droite des soucis, mais l'essentiel, c'est toujours de pouvoir se battre
pour parvenir à trouver des solutions ou des compromis de façon à ce que toutes les parties soient satisfaites. Ok. Claude, tu peux encore nous faire l'illustration? Je pense que j'avais vu une vidéo, là, c'était au Stade des Martyrs, le jour du concert de Fally Ipupa. Si tu as cette vidéo, tu peux nous faire l'illustration pendant qu'on est en train de parler ici. Alors, donc, ça se passe comment? Les gens appellent, les gens donnent leurs besoins et puis viennent prendre le matériel, vous signez un contrat et puis ça se passe comment? En général, il y a plusieurs moyens de pouvoir nous contacter. Okay. Donc, certaines personnes viennent à nos bureaux qui sont sur Chaoumba, donc en face du lycée Chaoumba. Okay. Mais d'autres personnes préfèrent simplement nous appeler ou nous contacter via les réseaux sociaux ou nous faire carrément des emails où est-ce qu'ils détaillent ce qu'ils désirent. Ça veut dire qu'ils peuvent nous contacter et nous demander par exemple, est-ce qu'on peut avoir votre menu? On peut les transmettre via WhatsApp, via email. Ils peuvent les regarder, ils peuvent les consulter en ligne. Une fois qu'ils ont les informations sur notre menu, ils nous disent quel produit les intéresse. Tout comme il y a d'autres clients qui carrément, ils vous écrivent, ils vous disent, écoutez, nous avons telle activité, nous avons tel besoin. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous offrir ces services ci-après? Ils font leur description, ils donnent le nombre de personnes attendues à leur événement. Et nous prenons en compte tous ces détails-là, nous leur faisons une proposition. Et une fois que la proposition est avalisée ou acceptée par le client, c'est en ce moment-là que nous allons établir donc une facture. Bon, le client, il peut payer soit la totalité du montant, soit un acompte pour confirmer leur réservation. Okay. Et ensuite, après, le jour J ou la veille, on livre nos équipements et nos équipes vont sur terrain pour prester. Alors, la question sanitaire, ça c'est très important. Merci Claude pour cette illustration. La question sanitaire, c'est très important parce que après activité, est-ce que vous prenez soin de vos matériels? Parce que le monde est toujours frappé par la Covid qui n'est pas encore fini. Il y a toujours de nouveaux cas, tout ça. Est-ce que vous prenez soin de vos matériels après l'activité? Bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous avons tenu compte parce que la Covid, je pense que c'est une question qui concerne tout le monde, qui concerne le monde entier. Il faut bien qu'on puisse s'impliquer, que nous puissions faire notre part, que nous puissions assumer notre part de responsabilité pour le combattre ou son éradication. Et donc, chez nous, en fait, après toute prestation, dès que nos équipements reviennent à nos dépôts, nous avons l'habitude de pouvoir nettoyer les équipements et les désinfecter. Okay. Donc, nous disposons de tous les équipements et ça, c'est la règle. Ça veut dire que les équipements ne peuvent jamais partir chez un client sans qu'ils soient nettoyés, désinfectés. Alors, si quelqu'un veut vous joindre, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, donc si quelqu'un veut vous joindre, on fait comment? C'est simple, ils peuvent nous appeler au numéro 081 0000 739. Donc 081 04 fois et puis 739 à la fin. Okay. Ça, c'est pour les appels. Sinon, ils peuvent se rendre sur l'avenue Chaoumba, donc juste en face du lycée Chaoumba. Okay. C'est là qu'ils vont trouver nos bureaux. Ok. Alors, s'il vous est demandé aujourd'hui, vous allez regarder la caméra, donner un conseil aux jeunes Congolais qui sont encore dans de futilités, si je peux le dire comme ça. Les jeunes qui rêvent encore de la vie, qui ne veulent rien faire de leur vie. Quels sont les conseils que M. Tchabouta peut leur donner? Simplement, je vais demander à tous les jeunes, comme moi, de pouvoir oser. Puisqu'ils ont déjà des rêves, puisqu'ils rêvent, forcément, ils peuvent essayer de pouvoir commencer à le faire en miniature jusqu'à ce que ça puisse atteindre la dimension de leur rêve. Parce que il y a de ces gens qui ont commencé peut-être, je vais donner un exemple comme ça, qui ont commencé par exemple avec un salon de coiffure en utilisant peut-être un morceau de tissu contre un mur. Ils ont placé une chaise. Dans les années 80. Ils ont placé une chaise, ils avaient un peigne, un ciseau. Ensuite, ils ont commencé à pouvoir coiffer les gens, mais après, ils se sont retrouvés avec des salons de coiffure. Par exemple, ça c'est aussi oser. Ça veut dire il faut accepter parfois de pouvoir commencer petit. Il y a de ceux-là qui ont, par exemple, accepté de pouvoir prendre un vélo pour commencer à faire des livraisons
de courriers, mais qui aujourd'hui se sont retrouvés avec des très grandes entreprises qui livrent des courriers à travers le monde. Donc je pense qu'il faut oser, et il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir honte, il faut avoir le courage de pouvoir oser. Parce que quand on ose, forcément, il y aura des gens qui vont commenter, qui vont dire, bon, voilà, c'est pas intéressant, c'est pas bien, ils vont s'en moquer au départ. Ils vont dire, bon, voilà, ils vont décourager. Ça manque jamais. Mais il faut tenir bon. Il faut oser tenir bon et aller de l'avant. Celui qui ose, qui accepte toutes les critiques, qui accepte toutes les remarques, c'est celui-là qui va très loin et qui, demain, quand il a réussi, il voit d'autres personnes, les mêmes personnes en fait qui se moquaient de lui, commencer à faire des éloges. Donc à tous les jeunes, j'encourage, je conseille de pouvoir oser et de ne jamais reculer. Voilà, merci beaucoup Monsieur Patrick Tiabouta. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et CEO, voilà si je l'ai bien dit, de Teams qui est Tiabouta Innovation and Multi-Service Solution. Voilà, l'anglais c'est pas mon affaire, donc je pense que c'est je pense que c'est passé quand même. Hein. Donc merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous faire. J'ai dit un grand merci à Claude Poponi. J'ai dit aussi merci à Finesse derrière la caméra. Merci à Diane qui a été derrière la caméra aussi. Pourquoi pas à Christian Mangala, notre DT, et David Nyangou, notre chef production. Merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. On se retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro. Nakatia Masolo et République. On parle de tout sauf de rien. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous allez participer et parler de ce que vous faites ou de ce que vous êtes. On parle de tout ici, politique comme musique, culture, religion. Merci, au revoir et à la prochaine.